F1 classique, après la série des triples champions du monde, voici le quadruple champion du monde, Alain Prost, 51 victoires, 4 titres, une légende, Pierre. Le seul champion du monde français aussi, hein, il faut le souligner. C'est vrai que c'est une légende, Alain, c'est le professeur, entre guillemets. Mais bon, avant d'être le professeur, il a aussi été l'élève de Niki Lauda, hein, entre autres, l'élève de l'ordinateur, parce que Lauda, on l'appelait l'ordinateur, pour remporter son premier titre mondial. Et puis, il y a eu, évidemment, l'épopée hein, avec Ayrton Senna chez McLaren, qui reste sans doute les pages d'or hein, de l'histoire de la Formule 1. Et il termine avec un 4e titre chez Williams-Renault. Il y a plein de choses à dire sur ces différentes époques. Moi, j'ai envie de vous parler d'Alain tout au début. C'est-à-dire Alain à l'école de pilotage, quoi. Moi, j'étais au Ricard le jour du volant Elf. Et voilà, le type, il est un ton au-dessus des autres. Alors, en finale d'école de pilotage, ça arrivait. Hein, et je peux vous donner quelques noms de lauréats d'école de pilotage où on s'était dit waouh, voilà un type qui a un vrai car control, un vrai talent, et puis qui n'ont pas vraiment fait carrière. Parce qu'au-delà du don inné, il faut un caractère, bien sûr, et puis il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup de détermination, il n'y a pas de miracle. Mais c'est vrai qu'Alain avait un caractère bien trempé, mais c'était vraiment le premier pilote qui roulait, pour ainsi dire, à l'économie. On n'avait pas une impression de vitesse avec Alain, et pourtant les temps étaient là, c'était incroyable, parce qu'on avait l'habitude des pilotes qui étaient de travers tout le temps, hyper spectaculaires, mais Alain, c'était extraordinaire, des trajectoires bien coulées, et il était plus vite que les autres. Ouais, c'est une pureté. Moi, je me souviens, alors en Formule Renault, il a tout de suite sa classe naturelle à éclabousser la concurrence. Hein. Il gagne 12 courses sur 13 la première année, hein, pour mettre tout de suite les choses au point. En Formule Renault Europe l'année suivante, qui était très performante, la Formule Renault Europe, il a eu un peu plus de mal parce que voilà, ça coûtait un peu plus cher et Alain n'avait qu'un budget Elf. Il avait beaucoup de mal à l'époque à trouver de l'argent ou à vraiment se vendre quelque part. Et voilà, il a dû se battre aussi contre des pilotes qui avaient plus d'expérience à ce niveau-là. Il a quand même gagné Formule Renault Europe aussi. Ensuite, il passe en F3. Et là, il y a vraiment ce qu'on appelle en anglais du character building, parce qu'il passe en F3, mais avec le moteur Renault. Et le moteur Renault, il ne marchait pas en F3, il fallait un Toyota. Oui, ça c'était très embêtant. La première année, il a vraiment eu du mal, il a peiné, et bon, ça l'a appris à ne pas gagner. Exactement. Et c'est 78 avec la Martini F3. Et pourtant, hein, la voiture avait gagné, mais avec un moteur Toyota. Hein, Pironi avait gagné le Grand Prix de Monaco l'année d'avant. Mais bon, là, Alain, à cause du moteur qui n'était pas dans le coup, franchement, il a dû mordre sur sa chic. Hein, il s'est contenté d'un titre de champion de France qui était plus honorifique qu'autre chose, parce qu'il n'y avait pas un vrai championnat. En championnat d'Europe, il avait du mal et il se battait contre des Ghinzani, des Olofsson, des Blake Mullen, enfin, hein, des inconnus au bataillon, en tout cas des types qui ne boxaient pas dans sa catégorie. Et il y avait une frustration. Mais en même temps, ça l'obligeait à d'abord être parfait. Hein, il allait vraiment chercher le dernier carat avec Robert Descombes, le chef mécanicien chez Oreca, chez Martini. Il y a eu une osmose aussi dans cette équipe où ils se sont battus. Ils se sont rendus compte quand même qu'avec Alain, il tenait un super champion. Il a aussi bien géré la politique vis-à-vis de Elf et de Renault. C'est-à-dire que, bon, il a fait avec le moteur Renault, il a poussé évidemment les gens de Renault Sport à améliorer ce moteur, ce qui lui a permis de faire la saison 79 où là il a survolé le championnat, mais ce n'était pas évident. Et il a aussi politiquement, enfin stratégiquement, pris une décision qui en dit long quelque part sur le caractère du bonhomme et sur l'intelligence du bonhomme, c'est pas de Formule 2. Alors que chez Elf, on disait, mais viens faire de la Formule 2. On comprend que le moteur Renault F3 ne marche pas, viens faire de la Formule 2. Sauf que Elf, c'était un peu la fin de l'époque de la F2. Donc qu'est-ce qu'on pouvait lui proposer? Une Elf 2 qui était devenue Causen, qui était franchement plus dans le coup. Une Chevron de Fred Oppert. Alain a fait une course, je crois, à Nogaro. Il s'est rendu compte que ça ne valait pas le coup. Et ça, il n'y a que les grands champions aussi qui ont ce flair, quelque part. Mais Alain a tout de suite montré une intelligence remarquable dans tout ce qu'il faisait. Et pour revenir à la Formule 3, c'est vrai qu'il a très très bien joué le coup. C'est qu'il a cru, en tout cas, il a fait croire dans ce moteur Renault pour l'année suivante vraiment dominer. Il est déjà devenu, à l'époque, le professeur au niveau des réglages de, F3, de cette voiture. C'est-à-dire qu'avec son équipe, il a vraiment montré son intelligence. Et puis, il s'est dit,
Formule 3, eh ben, je suis prêt à faire le saut, je ne vais pas perdre mon temps en Formule 2, je vais monter en Formule 1 et c'est ce qui est arrivé. La vérité, c'est qu'il n'a pas eu le choix, en fait. Hein. Oui, la Formule 2, il a eu le choix. C'est plutôt en 77-78 qu'il a renoncé. Il a fait une ou deux courses et il a bien compris qu'il ne fallait pas le faire. Il n'a pas eu le choix parce que c'était Renault et Elf qui finançaient sa carrière. Il n'avait pas de sponsor, il n'avait pas d'argent familial. Alain, c'est un des premiers aussi qui arrive vraiment de nulle part, quelque part. Hein. Et le seul avant ça, c'est Arnoux. Et Alain y arrive. Et en 79, voilà, il fait la F3. Et tu parles de son style de pilotage coulé, extraordinairement pur. Moi, je me souviens, j'étais à Magny-Cours pour une séance d'essai d'F3. Et on voyait Alain passer et il changeait de vitesse. Les rapports, on a l'impression qu'il changeait à 4000 tours, quoi, ou à 5000 tours, tellement... Et puis on allait voir la feuille des temps, et il était devant tout le monde, alors qu'on voyait des mecs qui passaient à l'équerre avec des moteurs qui ils faisaient cirer les roues. Richard Dallest, son équipier notamment, et qui avait un moteur Toyota. Et Alain s'est baladé. J'ai une anecdote assez amusante sur Prost et Dallest, le Marseillais, qui avait marché en F2 et qui était hyper doué, lui. Un pilote beaucoup de talent naturel. Mais beaucoup moins travailleur que le professeur. Un tantinet marseillais, mon ami Richard. Et donc une anecdote marrante, on est à Zandvoort, championnat d'Europe d'F3. Et Alain a gagné les 3 premières manches du championnat. Et donc, voilà, il prend déjà une petite option. Alors que Dallest, avec le moteur Toyota, il disait putain, le small, comme on l'appelait, Alain, je vais me le faire. Et puis, bon, là, il n'y arrive pas. On est à l'hôtel au Bauhaus Palace à Zandvoort, pour ceux qui connaissent. Et Richard, le dimanche matin de la course, il dit à Alain, OK, je descends les bagages... ils partagent la voiture de location, ils partent, ils quittent l'hôtel, donc ok, je descends les bagages. Alain dit oui, j'arrive. Et Richard, il profite que Alain soit encore dans la chambre. Il est sur la terrasse, Alain, et Richard ferme la porte-fenêtre et il enferme Prost sur la terrasse. Et il dit salut, aujourd'hui c'est moi qui gagne. Ciao. Hop, il part. Il descend de l'hôtel, il monte dans la voiture de Loc. Alain est au balcon et il regarde en disant il ne va pas le faire, il me fait marcher. Hein. Et puis Richard, d'en bas encore, lui dit « Salut, aujourd'hui, c'est moi qui gagne ». Et Richard part. Alain dit « Bon, il fait le tour, il va faire le tour du pâté de maison et il revient me chercher, il ne va pas me faire ça ». Un quart d'heure passe, demi-heure. Alain finit par s'énerver. Il prend le fauteuil qui est en terrasse, un fauteuil en métallique comme ça. Il casse la porte-fenêtre, il pulvérise la porte-fenêtre pour pouvoir rentrer dans la chambre parce qu'il était au 18e étage, que sais-je. Il arrive à la réception de l'hôtel, voilà, il prend un taxi. Il n'avait pas d'argent pour payer le taxi, enfin, je passe les détails. Il arrive au circuit en vrac. En catastrophe, quoi. Mon Richard, lui, il est arrivé au circuit. De Schoenack, il dit c'est attention, vous arrivez, hein, c'est quand même pré-gris, machin, etc. Alain, il arrive, il gare la voiture, il est dans le parking. Ok, bon. Richard se met en tenue, boum, il monte dans la voiture, il va en pré-gris. Grand sourire. Où est Alain? Et puis finalement, donc Alain arrive en vrac. Il monte dans l'auto en catastrophe. Il fait son tour de mise en grille alors que tout le monde est déjà en grille depuis 10 minutes ou un quart d'heure. Et au dernier moment, au moment où on va donner le départ du tour de formation, où Richard est tout seul en première ligne, fier comme un bar tabac, qu'est-ce qui va arriver à côté de lui? Le small. Et qui a gagné, je vous le donne en mille, ouais. Bien évidemment, c'est Prost. Eh ben, c'est significatif d'abord d'une époque, hein, parce qu'à l'époque, c'était possible de faire ce genre de choses. Et puis, c'est hilarant et on regrette dans le fond, quelque part, que ça ne puisse pas se passer de nos jours. Et puis, le small a gagné. Voilà. C'est ça ils ont repris l'avion ensemble, hein, et voilà. Et ils en ont bien ri après coup, même si, voilà, c'était un peu touchy. Et Richard a essayé, mais bon, Prost a tenu, il n'allait pas se laisser faire comme ça pour une histoire pareille. Mais voilà, c'était une très belle saison, c'est une ambiance formidable. Je me souviens aussi, ils avaient des manies avec notre ami Bernard de Drever qui courait en F1, mais qui avait été manager de Richard Dallest en F2, en F1 en Aurora. Je me souviens d'un vol entre Londres et East Midlands pour aller à Donington, où il y avait une course de championnat d'Europe F3 et de Aurora F1. Et dans l'avion, les 3 garçons, là, les 3 pilotes, ils disaient, alors, on va faire le tour du circuit de Donington. Moi, je devais chronométrer, moi, le journaliste qui accompagnait, pour voir s'ils faisaient des bons temps. Et eux imitaient le bruit de leur moteur. Donc, le Toyota Nova Motor pour Richard, le moteur Renault F3 pour Alain, et le Cosworth V8 F1 pour Bernard. Et ils faisaient le tour du circuit de mémoire, un peu comme, vous savez, des skieurs qui préparent leur descente. Et
en essayant d'être le plus proche possible de la réalité. Et moi, je prenais les temps. Inutile de dire que les gens dans l'avion, ils nous prenaient pour des fous furieux, évidemment. Mais moi, j'étais sidéré par le fait que, finalement, les chronos étaient très proches de la réalité. Donc voilà. Bon. Et que plus que probablement, c'était de nouveau Alain qui gagnait. Mais enfin, voilà. On n'en est pas sûr. Alors, on va avancer. Hein. Il domine tellement la saison d'F3, il gagne le Grand Prix de Monaco F3, que très tôt, on se dit, il va aller en F1. Il a failli aller en F1 déjà au mois de juin. Après l'accident de Paillet en deltaplane, parce que, voilà, chez Ligier, chez Elf, il y avait vraiment une forte envie de mettre Alain dans la voiture. D'autant plus qu'à l'époque, quand on gagnait le Grand Prix de Formule 3 de Monaco, c'était clair, c'était l'ascenseur pour la Formule 1. Tout à fait. Et finalement, même si Ligier était assez chaud, même si Elf poussait pas mal, c'est la Seita, Gitane, qui a eu le dernier mot et qui a préféré jouer la sécurité. Et en l'occurrence, ils ont été chercher Jackie Hicks, qui courait aux États-Unis en Can-Am. Donc Alain aurait pu débuter en F1 chez Ligier. Donc déjà, premier, je ne veux pas dire faux pas, mais premier petit malentendu. Bon, il finit sa saison d'F3 comme il faut, et il est approché par plusieurs écuries d'F1, et déjà, preuve de maturité, voilà, il ne monte pas dans n'importe quoi. Il y a des propositions pour qu'il roule en Shadow, je ne sais plus dans quel auto en fin de saison. Il dit non, pour faire les 2 derniers Grands Prix. Et puis il y a quand même Marlboro, John Hogan, qui pousse derrière. Qui lui propose un test chez McLaren. Alors il a déjà refusé un test chez McLaren parce qu'il ne le préparait pas comme il voulait. Finalement, il le fait comme il faut, parce que McLaren lui proposait déjà de faire les 2 derniers. Et là, ils font un comparatif avec Kevin Keoghan, un Américain qui montait. Absolument. Et bon, il écrabouille, il est tellement meilleur que vraiment, il n'y a pas photo. Pas seulement Keoghan, il y a Stephen Soz, il y en a 2 ou 3 autres. Et puis, il y a surtout John Watson, qui était là pour faire les talons. Et tout de suite, Alain, au Ricard, voilà, il montre tout de suite qu'il est définitivement de la graine de champion. Il se retrouve donc chez McLaren en 1980, mais il faut bien se dire que c'est McLaren avant Ron Dennis. Et que du coup, c'était plutôt une McLaren en fin de règne. Les 2 ou 3 dernières saisons avaient été des catastrophes. Après le départ de James Hunt, les McLaren M26, M28, M29, c'était un désastre, avec Tambay, Jochen Mass. Et puis finalement, Watson et Alain en 1980. Bon, Alain, tout de suite, il monte dans l'auto, il marche. Son premier Grand Prix en Argentine, il est 6e, il est dans des points. Un deuxième Grand Prix 5e. Au Brésil. Et puis il a un accident à Long Beach aux essais où il se fait mal, parce qu'il y a une suspension, il y a un bris de suspension, mauvaise nouvelle. Ça lui arrive encore après dans la saison, donc il n'a plus vraiment confiance. Oui, mais le comble, c'est qu'on le remplace par un jeune Anglais qui monte, Stephen South, et se qualifie pas avec la même voiture. Et Alain, il termine dans les points à chaque coup. Directement, il montre sa classe à Maestria. Mais aussi, il fait preuve de caractère parce qu'on voit qu'il s'oppose à son manager, Teddy Mayer, ou à ses ingénieurs, parce que voilà, il est déjà le pinailleur qu'on connaît, et surtout le type exigeant en matière de sécurité, etc. Il ne veut pas de cette McLaren qui casse comme du verre. Donc très tôt, à l'été 80, la négociation avec Renault se fait via Elf, enfin Renault Elf, il est en famille, et Jabouille, de toute façon, avant son accident, avait déjà un petit peu, bon, il y avait des, comment dirais-je, une usure du temps dans les relations intra-Renault Sport, avec l'arrivée d'Arnoux qui avait un peu déstabilisé Jabouille. Jabouille décide d'aller chez Ligier en 81 avec son beau-frère Jacques Lafitte. Malheureusement, son accident à Montréal en fin de saison rendra la fin de carrière de Jabouille difficile. Mais du coup, ça libère une place chez Renault et c'est évident que c'est tapis rouge pour Alain Prost. C'est vrai qu'ils avaient Arnoux qui a une très très bonne pointe de vitesse, mais il leur manquait un vrai leader. Et vu leur relation qui datait déjà de la Formule 3 et ils connaissaient bien Alain. Alain était le coming man. Alain avait fait une très très belle première saison chez McLaren. C'était le choix logique et c'est vrai, Alain, après, a montré qu'il était un grand champion de devenir. C'est la grande époque du moteur turbo, évidemment. Et pour Renault, c'était un challenge technologique auquel personne ne croyait, les Anglais certainement pas. Ils parviennent à l'imposer, d'abord en 79 avec Jabouille, et puis en 80 avec René Arnoux. Et puis une fois qu'Alain arrive, Renault devient candidat au titre mondial parce que les autres teams sont obligés de passer au turbo. Ferrari d'abord, et puis les Anglais avec notamment Brabham et BMW. Ce qui veut dire que pendant 2 ou 3 ans, Renault avait un peu d'avance technologiquement et aurait dû concrétiser quelque part, que ce soit en 81, en 82, en 83. Les 3 fois, ils ont été en mesure de gagner le championnat. Et puis chaque fois, il y a eu un grain de sable, il y a eu des problèmes de fiabilité, il y a eu des petits soucis de management qui ont fait que
il n'a pas décroché cette première couronne mondiale en jaune et noir. C'est vrai que Renault a été formidable pendant cette période parce qu'ils ont été des pionniers. Personne n'y croyait. Les Anglais appelaient la Renault la théière jaune. Et c'est vrai qu'ils ont dû essuyer pas mal de plâtre au niveau fiabilité. Malheureusement pour Alain, parce que sinon il aurait eu certainement 1 ou 2, voire 2 titres de plus. Et 82-83, il aurait dû être titré. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et alors, ils se sont quittés un peu de manière un peu... oui, c'est vrai que ça s'est mal terminé fin 83, mais c'est une période quand même très intéressante. Il faut se rendre compte, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, que quand même, chez Renault, c'était une génération qui découvrait la F1, les ingénieurs, les managers, les pilotes. Et qu'ils avaient affaire en face quand même à Brabham, McLaren, Lotus, c'était du lourd. Williams, Ferrari. Williams, Ferrari, évidemment, c'était du lourd. Donc, voilà. Chapeau ce qu'ils ont fait. Ils ont essuyé les plâtres, ils ont laissé passer leur chance, hein, ça il faut quand même le reconnaître. Alain a tout de suite montré la maîtrise qu'il avait et la capacité qu'il avait de mener des courses, de mener une équipe aussi. Il y a eu des tensions, hein, il faut se souvenir de ce Grand Prix de France 1982 au Paul Ricard, où consigne d'équipe. Hein, Arnoux qui n'obtempère pas. Voilà. Sauf que là, il y avait un deal avant, et donc Alain ne tape pas dans la voiture parce qu'il est convenu que Arnoux doit le laisser gagner ce jour-là. Il ne le fait pas. Bon, hein, ça crée des problèmes en interne. Finalement, le championnat 82 se perd sur d'autres péripéties. C'est en 83 vraiment que l'opportunité se présente et qu'elle est la plus proche. Qu'Alain est en tête du championnat. Il a 15 points d'avance, je crois, au mois d'août en Autriche. À l'époque, les points, il y en avait beaucoup moins quand même, il faut s'en souvenir. Et puis malheureusement, ils ont peur de gagner. Quelque part, ils sont un peu paralysés par ça. Et finalement, c'est des casses de turbo sur Brands et puis surtout à Kyalami lors du dernier Grand Prix, où ils sont paralysés par l'enjeu, ils s'écroulent. En face, il faut dire que Brabham, BMW n'ont pas lésiné sur les moyens, aussi sur une forme de tricherie avec de l'essence survitaminée en provenance des laboratoires de BASF qui donne au Brabham BMW Turbo un surcroît de puissance. Et bon. Donc c'est une victoire controversée, ça s'est terminé malheureusement en eau de boudin, il y a de l'amertume. Et ça se termine très mal entre Gérard Larousse et Alain. On se rejette la faute et finalement, Prost claque la porte en rentrant d'Afrique du Sud pour aller chez McLaren. Et c'est très dommage parce que je me souviens qu'en 83, il y avait des affiches partout. Paris était rempli d'affiches. Une entreprise derrière son champion. C'était magnifique. Il y avait un engouement. Il y avait plein de choses à faire au niveau marketing. Et malheureusement, patatras, ce titre qui s'envole en Afrique du Sud sur des questions de fiabilité et de tricherie un peu de côté de politique. Parce que voilà, Elf, après, n'a pas voulu gagner le titre sur le tapis vert en portant réclamation, ce qu'ils auraient pu faire. Donc c'est aussi tout à leur honneur, c'est une autre époque, évidemment. Alors voilà, c'est une première partie de la carrière d'Alain qu'on évoque là. On constate qu'elle se termine déjà par entre Alain et la France, il y a quand même une espèce d'incompréhension. Même s'il y avait une entreprise derrière son champion, ça n'a pas suffi à décrocher ce premier titre mondial. Après, il va s'émanciper chez McLaren pendant 6 saisons formidables, et puis après encore pour finir sa carrière en beauté. On va y revenir dans la deuxième partie de notre évocation du quadruple champion du monde, le professeur.